Ok, donc ce que je disais, c'est que ce soir, on va plutôt regarder un petit peu comment est-ce qu'on utilise l'application Lightroom, donc d'Adobe, parce que moi je suis full Adobe en fait, que ce soit pour Photoshop Lightroom ou pour Photoshop tout court. Donc Lightroom, ce qui est bien, c'est que c'est une application plus orientée, on va dire, photographe, parce que ça vous permet d'avoir un traitement de bout en bout, donc de l'importation des photos jusqu'à l'édition. Et il y a de plus en plus de photographes en fait qui utilisent Lightroom pour faire notamment le réglage des couleurs, donc de la colorimétrie. Parce que voilà, faut savoir qu'en fait la grosse différence de Lightroom par rapport à Photoshop, c'est voilà, donc Lightroom, ça nous permet vraiment de faire des traitements en batch, avoir des réglages, on va dire plutôt simplifiés en termes de retouches pour les photographes, à savoir l'exposition, le recadrage, des contrastes et tout un tas de choses. Mais la force par contre de Photoshop, on verra dans un second temps, peut-être pas ce soir, c'est vraiment de pouvoir aller faire de la retouche, de la modification des images plus en profondeur. Donc voilà, donc je propose déjà qu'on regarde Lightroom. Par exemple, ça sur cet onglet en fait, donc c'est l'onglet bibliothèque, j'ai déjà importé un certain nombre d'images. Et parce qu'en fait, quand tu branches ton appareil photo, ça va te proposer de les importer. Donc là, sous la main, je vais pas présenter forcément l'import, mais en fait, vous aurez un menu qui te permet en fait de définir le nom de tes idées photos, de définir des mots-clés, comme on voit ici, là, sur la droite. Et puis appliquer quelques paramètres prédéfinis si tu en avais déjà défini. Bon, tu m'arrêtes hein, si tu as des questions. Ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Et donc, une fois qu'en fait on a importé un certain nombre de photos, donc vous me direz dans les commentaires aussi, pour ceux qui nous regardent, s'il y a des détails sur lesquels on voudrait qu'on s'attarde. Mais voilà, typiquement quand j'importe mes photos, je mets simplement un titre personnalisé pour que je puisse reconnaître en fait la photo, à quel moment est-ce qu'elle a été prise, un petit tag pour reconnaître mes initiales et puis un compteur. Et ça en fait ça formera par la suite la référence de la photo que je fournis à mes clients. Donc en fait voilà, donc c'est une référence qui me permettra de retrouver instantanément les photos. Et dans Lightroom ensuite je pourrais les retrouver, je pourrais même donner une liste et Lightroom va me sortir toutes ces photos, toutes les photos concernées. Donc si on a 50 à la fois, ça permettra d'avoir les 50 sous les yeux et au lieu d'aller les chercher une à une, il y a un filtre textuel qui est plutôt pratique. Donc une fois que les photos en fait sont sur l'ordinateur, ce que je disais, c'est que tu pourras les classer en fait par heure de capture, de modification, ordre ajouté, etc., par nœud de sélection. En fait, il y a tout un tas d'options et moi j'en utilise très peu au final, peut-être un tiers, voire un quart. Et donc ce que je disais, donc la première option, feature, ce qui est utile, c'est déjà la recherche textuelle qui permet de retrouver des photos. Si jamais on te donne une liste de photos, par exemple la 60-73, boum, et ben, il va me sortir ces photos-là. Ok. Et donc, une fois que sur cet onglet bibliothèque, en fait, on a un aperçu, ça va te permettre de voir rapidement un peu toutes les photos, ce que ça donne. Et, et du coup, ça te permet ensuite d'ajouter des étoiles qui, pour moi, en fait, qui représentent mon système de notation. Donc là, ce qu'on voit, ce que je fais défiler, sont toutes des photos brutes, enfin brutes, mais avec un léger traitement, c'est-à-dire, voilà, dans Lightroom, quand je vais sur l'onglet développement, toutes ces photos, en fait, j'ai appliqué des presets qui me permettent d'avoir mon preset à moi en fonction du boîtier, en fonction de l'éclairage aussi. Donc voilà, ça me permet d'avoir un rendu assez sympa en un minimum de temps. Et ce qui est bien, c'est que comme je fais des photos en studio, j'ai un éclairage très homogène et régulier entre toutes mes photos. Donc ça me permet ensuite de déporter le traitement sur l'ensemble de la collection. T'es toujours là, Jonathan? Ouais, ouais, je suis là, c'est juste que T'es mes en gosses sont, mute? Ouais, d'accord. mes gosses sont en train de Donc faire la fête. voilà, en fait,
Quand tu es sur l'onglet bibliothèque, tu peux atteindre via des raccourcis, là c'est typiquement la touche G pour grille. Donc ce que je disais, c'est que tu peux les trier un peu comme tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu les as toutes parcourues, moi ce qui m'intéresse, c'est de les trier par note. Et après, j'ai un code couleur aussi. Par exemple, quand je les mets en vert, ça veut dire que je les ai retouchées. Quand elles sont en violet, par exemple, sur ce shoot, je vais définir que c'est Evelyne qui aura décidé que ces photos l'intéressent. Et en rouge, par exemple, sont des photos à la fois qui font partie de ma sélection et de celle d'Evelyne. D'accord, tu n'utilises pas du Bon, tout c'est les arbitraire. les petits drapeaux? Les flags, Ouais, il y a tu des trucs. tu peux, mais moi je suis plutôt par système de notation en fonction du nombre d'étoiles parce que il y a beaucoup de photos, typiquement je les note de 1 à 5 étoiles et ça me permet ensuite de classer par ordre de préférence ensuite. Et ensuite, tu vois, je les réorganise pour un peu refaire la priorisation des images, pour ensuite vraiment sélectionner celles que je préfère, quoi. Et puis j'essaie autant que possible de matcher ma sélection de celle du modèle voilà, pour qu'on soit plutôt d'accord sur les photos sur lesquelles on va travailler pour ensuite les publier. Mais du coup, OK, mais du coup, si on parle de workflow de bout en bout, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu shootes en studio, Ouais. ensuite tu importes toutes les photos Alors ça, dans c'est dans Lightroom. le cas de la capture non connectée. Typiquement, quand je veux faire un shoot où j'ai pas beaucoup de setup à mettre en place matériel, c'est plus rapide pour moi d'aller prendre des photos et les voir dans un second temps à tête reposée et les décharger sur l'ordinateur. Donc là, on est dans ce cas-là, hein. Je te parle pas du mode connecté qu'on pourra aborder dans une prochaine vidéo. Oui, oui, mode déconnecté. Du coup, tu importes tes images dans ta bibliothèque Lightroom. Ouais, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu fais un premier tu fais un premier tri entre les photos qui sont pas exploitables et les photos qui sont exploitables. Ouais, c'est ça, en gros. Et ça, ouais, du coup, déjà, ça, ce premier tri, comment tu le fais? Comment tu fais la différence entre les photos qui sont exploitables et les photos qui sont pas exploitables? Alors après, c'est une question de regard. Donc déjà sur ce shoot, je savais que j'allais faire beaucoup de noir et blanc. Ce qui m'arrive de faire, c'est prendre une photo sur deux, la traiter rapidement avec mes presets, un coup en noir et blanc, un coup en couleur. Ça me permet, tu vois, d'avoir un peu les deux, parce que parfois j'ai une différence d'appréciation. Et ensuite, je les parcours toutes une à une. Et par photo, bah, je vais définir le nombre d'étoiles. En D'accord, donc fonction de... C'est une note en fait que j'attribue. c'est le nombre d'étoiles qui dit, ok, cette photo-là, elle est bien. Après, c'est ouais, c'est mon ressenti, tu vois. C'est par rapport aux millions de photos que j'ai dû voir déjà, qui sont passées sous mes yeux. Voilà, par rapport à mon ressenti, au rendu final, du shoot que j'avais en tête, par rapport à ce qui était attendu aussi du modèle ou potentiellement du client qui aurait pu booker les photos. Ce sont voilà, c'est une appréciation, on va dire personnelle des photos. D'accord, mais techniquement, c'est la note que tu vas donner à la photo. Hmm. Tu vas dire, ok, cette photo, je la garde parce qu'elle est bien, cette photo, je Tout à l'enlève fait. parce qu'elle a des défauts, et du coup, voilà, ok. Oui, oui. Alors après, je m'arrête pas dès qu'il y a le moindre défaut. Bon là, on a un shoot en studio, mais typiquement, si on a des photos en extérieur, c'est pas parce qu'il y a des passants ou une branche d'arbre qui gêne ou quoi que je vais la supprimer, parce qu'en fait, on a un potentiel de retouche assez immense derrière. Donc là, D'accord. c'est plus, je me focalise davantage sur l'émotion, sur ce que le modèle va dégager, sur le ressenti en fait que j'ai quand je regarde la photo. Et parce qu'en fait, il faut juste que tu retiennes que sur un shoot, par exemple, si j'ai 500 photos comme là, je vais avoir 2% max, on va dire, de photos exploitables. D'accord, c'est ça. Donc tu vois, j'ai une dizaine de photos sur 500 photos photographiées. C'est énorme, c'est énorme. Enfin, c'est énorme le nombre de photos de déclenchement, alors qu'on s'en rend pas compte, tu vois, le shoot peut très bien durer qu'une petite heure. On aura fait, on va dire, 5 looks, et par look, on a passé 5 à 10 minutes à chaque fois. Ouais, Max, tu vois, donc ça mitraille et on se rend pas compte, parce que quand t'as du matos un peu évolué, là typiquement je shoot en réflexe, un Canon, un 5D Mark III. Et ben, ça va très vite quoi, tes 500 photos, tu les atteins en 1 heure, 2 heures, tu peux en faire 800, 900. ouais, ça se Donc mitraille. quand je garde 2% des photos, c'est une moyenne, hein, je dis ça de manière un peu empirique, ça peut être 3, comme ça peut être 15, 20 sur des shoots vraiment très réussis. Et là, typiquement, avec Evelyne, il y a énormément de photos superbes, quoi. Mais le problème, c'est qu'on peut pas toutes les prendre. Et peut-être que dans un an ou deux, on y reviendra en disant, tiens, cette photo, en fait, elle est géniale. C'est pour ça que ça m'arrive de déterrer, entre guillemets,
des photos shootées en 2013 qui n'avaient jamais été exploitées jusqu'ici. Ok, j'ai compris. Donc voilà, en fait, ce que je fais, c'est vraiment, je dois passer sur chacune des photos, mais parfois, quand je me mets en mode gris, tu vois, ça me permet déjà de voir un certain nombre de choses. Tu vois, j'ai pas forcément besoin de toujours zoomer. Ouais, j'ai compris. Et du coup, ok, donc du coup, tu fais un premier travail Typiquement, tu vois, ces photos, moi je les adore et aujourd'hui j'ai mis aucune note sur cette photo parce que j'ai estimé qu'il y en avait d'autres qui étaient similaires, voire mieux. Ce qui fait que celle-là, je l'ai un peu délaissée, mais ça veut pas dire que je vais l'acheter parce que je ne jette aucun RAW. Toutes ces Ouais, photos sont photographiées en RAW. c'est vrai, d'accord. Donc, ok, donc première étape, tu fais une première présélection. Ouais, Voilà. Ensuite, tu as un pool de photos que tu vas retravailler. ouais, c'est ça. On va y venir. Typiquement, tu vois, cette photo, moi j'aime beaucoup. Moi, je vais pas pouvoir faire une retouche en live ce soir, c'est pas prévu, mais c'est tout à fait jouable si ça vous intéresse à l'occasion. Donc là, je D'accord. reviens sur mes photos. Là, j'ai trié par note, ce qui me permet d'avoir les photos les mieux notées en premier. D'accord. Et la couleur, ça veut dire quoi? La couleur en vert, ça veut simplement dire que je les ai retouchées. D'accord. Et si tu regardes bien, elles sont en double. Pourquoi? Parce qu'il y a une première photo, une première version que j'ai éditée dans Lightroom. Et après, c'est l'extraction, c'est ça? Et après, je les extrais pour les éditer ensuite sous Photoshop pour aller un peu plus loin dans le traitement. D'accord. Ok. Et là, dans Lightroom, tu vois, par exemple, elle est déjà mais nickel cette photo. Moi, je la trouve fantastique avec le contraste, les couleurs. Je fais le gros œuvre en fait, dans Lightroom. Le gros œuvre, donc c'est-à-dire la colorimétrie, les couleurs. Ce que font énormément de photographes maintenant, parce que Photoshop, je pense qu'il est un petit peu moins poussé pour gérer vraiment toute cette colorimétrie. Tu vois, là, c'est quand je désactive la colorimétrie, on voit que c'est comme ça. Et dès que je l'active, tu vois tout de suite, pour moi, ça va mieux, quoi. On se sent mieux. Donc en fait, tu as tout un menu à droite par photo où tu peux définir un certain nombre de curseurs. Et c'est aussi par onglet hein, que tu peux définir la teinte, la saturation et la luminance. Mais il faut toujours commencer par l'étalonnage tout en bas à droite. En fonction de ton boîtier, typiquement les Canon, je trouve que les boîtiers Canon tirent vraiment sur le rouge. C'est pour ça que je désature à -37 le rouge primaire. Et la Et du teinte, coup, je comment la tu pousse sais un ça? peu vers l'orangé. Mais comment tu sais ça? Enfin, est-ce que tu as un référentiel qui te dit, ok, par exemple, un Panasonic, bah, du coup, ça va tirer sur En le fait, t'as rouge. aucun référentiel, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend en fait, vraiment de l'œil du photographe. Et c'est vraiment ça la valeur ajoutée du photographe, c'est qu'au fil des années, un très bon photographe sera peut-être pas au top techniquement par rapport aux jeunes qui débarquent sur le marché, parce que les jeunes ont plutôt une appétence plus technique, ils sont technophiles, avec tout ce qui est performance des boîtiers, ils vont aller triturer un peu les différentes fonctions. Mais ce qui fait vraiment l'âme d'un artiste, je parle pas de moi, hein, pas forcément, hein, mais ce qui fait vraiment l'âme et ce pourquoi on reconnaît le travail d'un photographe, c'est vraiment son regard, son œil, ce qu'il voulait transmettre à travers les photos, les choses qu'il voulait photographier. Donc c'est à travers de ton œil en fait que tu es en mesure ensuite de dire ok moi je vais arriver à tel niveau de couleur, telle colorimétrie, tel niveau de contraste. Et ça peut être très poétique, tu peux avoir des photos floues qui sont des chefs-d'œuvre, tu vois. Donc on Ouais, fait on est vraiment d'accord. abstraction de la part technique pour vraiment s'articuler, s'orienter sur la partie voilà, plus artistique, créatrice, on va dire. Alors, pour répondre plus concrètement à ta question, parce que je sais que tu es plutôt technophile, euh, salut Méthol de la souris éphémère. En fait, c'est pour en revenir à ta question, c'est comment est-ce que je fais vraiment pour définir la colorimétrie que je veux. Je fais beaucoup de tâtons. Mais pour être précis, il faut vraiment que tu d'abord étalonnes ton écran. Première chose à faire, tu étalonnes ton écran. Tu peux pas bosser sur un PC portable, sur un iPad, sur un Mac, sur n'importe quel écran, peu importe sa qualité, tu ne pourras jamais travailler tes photos correctement si tu n'as pas étalonné ton écran. Donc ça c'est la base. C'est la Ouais, base. Je dis pas que tu vas pas réussir à faire par un coup de chance ou ok tu vas peut-être sortir des trucs, mais tu vas avoir un rendu qui sera le tien, ok, sur ton écran à toi, mais demain, quand tu vas le mettre sur le web, quand tu vas le mettre sur Instagram, sur Facebook ou ailleurs, tu comprendras vite que enfin, les gens ne verront pas la même colorimétrie que toi, les mêmes contrastes.
des artefacts, des choses comme ça, et c'est très problématique. Du coup, comment tu étalonnes? Comment j'étalonne? Tu bouges pas? Alors, dans mon placard, j'ai ma petite sonde. En fait, c'est l'achat d'une vie, hein, une sonde pour étalonner un écran. Tu vois, là, j'ai la X-Rite i1 Display Pro. C'est Ah, une excellente, là, on excellente voit, sonde. Tu la vois vite fait ou pas? non, non, je vois que ton écran, là. Non, attends. Il y a une latence au niveau de... Non, c'est juste que je vois que ton écran. Ah, Ouais, attends, si je attends, bouge quitte. pas, bouge pas, bouge pas. Je crois que t'es pas sur la... t'es pas sur la bonne carte. Ouais, ok, là, je te vois. Bon, pauvre, là tu me vois, en fait, depuis tout à l'heure, je parle, mais... En fait, je parle aux participants, je parle aux participants sur YouTube, en fait. Bon, voilà, je te montre aussi via l'autre webcam, c'est ça, la i1 Display Pro. Tu la vois? Ouais, je vois. Et en fait, c'est un très bon investissement parce que je vais pas dire que c'est à vie, mais ok, tu t'en sers une fois tous les mois, tous les 6 mois, tous les 1 an, par appareil sur lesquels tu bosses, mais voilà, c'est pas un truc qui s'use vraiment, tu peux toujours le garder dans ton placard et à la rigueur, même tu peux aller en emprunter une auprès de tes amis pour voilà, de temps en temps faire un Ouais, petit étalonnage quoi. Bon bref, ça en peut gros, tu être commences par l'étalonnage, déjà pour partir sur de bonnes bases. À partir de là, tu es en mesure, quand tu importes tes photos, de voir l'étalonnage ensuite dans Lightroom, qui est le logiciel qui va faire le dématrissage, on va dire, de tes RAW. Et à partir de là, ben, tu définis un peu comme toi tu le sens. Comme je te disais, moi je trouve que les Canon tirent vraiment sur le rouge. Les Panasonic, je ne sais pas, les Fuji non plus. Donc en fonction de ton boîtier, tu dois étalonner. Et c'est pour ça que je voulais faire une remarque par rapport aux presets que beaucoup de photographes vendent. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas qu'il faut pas les acheter, simplement que faites attention parce que ce sont des presets qui ne sont pas magiques et que ça dépend grandement de votre appareil photo et des conditions d'éclairage dans lesquelles vous avez pris vos photos. Donc il suffit pas d'appliquer les presets et se dire tiens ça y est j'ai les photos à la Moretti, non ça marche pas comme ça. Mhm. Donc voilà, une fois que tu as étalonné, tu passes ensuite Ah tiens il y a mon ancien asso photo qui me dit ouais on te soutient super, c'est trop sympa éphémère. Éphémère, c'est l'association photo de l'EPITA, de mon école d'ingé à l'époque. Il y a déjà 10 ans de cela, hein. Donc, parenthèse à part, donc une fois que tu as défini l'étalonnage, ensuite c'est vraiment à toi de voir par rapport à ton regard, ton ressenti, bah, la colorimétrie que tu veux donner comme rendu à tes photos. Euh, tu as beaucoup de presets en fait que tu peux aussi trouver sur internet, que ce soit auprès de photographes ou auprès de collections comme, je sais plus, Unix Software ou Visco, des choses comme ça. Je crois qu'ils fournissent pas mal de presets et tu peux partir de ces presets en fait, parce qu'ils prennent en compte le boîtier que tu utilises. Donc ils vont te proposer des dizaines, voire centaines d'appareils photo. Et à partir de là, tu vas sélectionner ton boîtier et il va te dire, ok, tu veux avoir le rendu par exemple d'un Fuji sur un boîtier Canon, donc tu vas pouvoir définir en fait parmi les presets le rendu que tu veux. Donc ça va se rapprocher plus ou moins d'un rendu parfois argentique, parfois plus, je sais pas, plus bruité, plus vif, plus plat, etc. En fonction de toi ce que tu veux. Et à partir de là, je trouve que c'est une base aussi pour ensuite reprendre de manière plus précise tous les curseurs de couleurs, en fonction de la teinte, la saturation, luminance. Voilà, donc on est allé un peu loin là dans la colorimétrie, mais on peut reprendre aussi les bases, hein. C'est, tu vois, sur une photo comme ça, moi, la première chose que je fais, c'est que je joue beaucoup sur l'exposition. Donc, je sais pas si vous voyez bien là sur internet, sur YouTube. J'ai pas trop de commentaires encore, mais voilà. Donc là, par exemple, on joue sur l'exposition. Et ça, encore une fois, c'est vraiment ton regard qui va te permettre de dire, ok, je l'avais plutôt clair ou plutôt sombre, en fonction du rendu que tu veux rendre, que tu veux donner à ta photo. Et ça, tu peux déjà le voir à la prise de vue quand tu prends tes photos. Moi, en studio, je sais que mes presets, je suis toujours autour de f6, f8. Les ISO, je les garde le plus bas possible. Et puis la vitesse, toujours aux alentours de 1 200e, 1 160e de seconde.
Pas autre chose parce que plus vite mes flashs ne suivent pas et plus lentement je risque d'avoir un flou de bouger et je risque aussi de choper de la lumière ambiante si je prends des photos dans un environnement pas tout à fait noir. Donc là voilà, on voit par exemple les exifs de cette photo. Donc j'étais à 182 mm avec mon objectif préféré avec lequel je fais 95% de mes shoots, c'est-à-dire le 70-200 f2.8 Canon. Et donc voilà, ça me permet vraiment d'avoir un super piqué et puis un respect vraiment de la proportion des visages, des modèles, parce que si tu fais des photos en grand angle, tu verras que ça aura tendance à agrandir le nez, à rallonger les membres, tu vois, ça crée vraiment une distorsion, surtout Ça dans va les pas. bords, et ça étire tes photos. C'est pour ça que je pense que pour des portraits, il faut vraiment partir sur au moins du 100 mm. À partir de 85 mm, c'est intéressant. 50, je trouve que c'est pas encore assez bien. C'est mieux que rien, 50 mm, mais pour moi, c'est pas une optique pour faire du portrait. Au moins 85, 100, 115 jusqu'à 200. Ça peut être pas mal. Des questions jusqu'ici? Non, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, là typiquement je suis à 182 mm, tu vois, je suis quasiment à 200. Donc voilà, je trouve que ça rendait plutôt pas mal. Donc une fois que j'ai réglé l'exposition, ce que je fais, c'est que je fais un nettoyage rapide du visage des modèles. Donc en l'occurrence, Evelyne elle a la peau tellement nickel que j'ai fait un seul point de retouche ici, qui doit cacher un petit truc, je sais plus quoi, bon. Ou peut-être rien, hein, parfois c'est une erreur. Mais voilà, la peau était tellement nickel de base que j'avais pas beaucoup de poussière à nettoyer sur la photo. Et ensuite, tu peux regarder bon, la balance des couleurs. Ça, tu connais la balance des blancs. Ouais, c'est vrai, Donc, enfin, par exemple, une photo un peu plus chaude, donc va tendre sur les tons jaunes. Une photo plus froide, le rendu un peu clinique, va tendre sur les tons bleus. Donc, voilà, moi je voulais un rendu plutôt neutre. Pas trop froid, mais pas chaleureux non plus. Neutre. Surtout qu'elle avait un super teint, donc je voulais vraiment garder la neutralité et le côté bronzé naturel. Donc là, on est sur un traitement en couleur. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je passe sous Photoshop. Et sous Photoshop, je fais un certain nombre de choses. Et le rendu final, c'est comme ça, tu vois. Donc c'est encore plus désaturé. Et bah, tu vois que la peau, elle a été encore un peu plus lissée. J'ai laissé quand même quelques détails, hein, parce que le but, c'est pas de rendre lisse au maximum le modèle, le grain de peau, parce que après, ça fait poupée de porcelaine. Et c'est pas ce qu'on veut. Il faut vraiment qu'on garde de la texture. Alors là, c'est pas de la photo beauté que je fais, parce que la photo beauté va nécessiter vraiment qu'on fasse un vrai travail sur le grain de peau et sur l'homogénéité, tout en gardant les hauts contrastes en fait, tout ce qui est texture. Mais voilà, donc voilà, pour un portrait, on va dire de global, je pense que c'est pas trop mal. Donc j'ai atténué un petit peu les traits au niveau du cou, j'ai lissé la peau, j'ai retravaillé les couleurs, j'ai mis du contraste à droite à gauche. Tu vois, si je compare avant, ça c'est du Lightroom. Si je compare après, c'est du Photoshop. Donc il y a eu aussi un petit nettoyage au niveau des cheveux. Mais la photo en soi, elle était déjà exceptionnelle, donc j'avais pas énormément de choses à retravailler. ok. Prendre un autre exemple, hein. Par exemple, là, si j'ai... Attends, on va prendre un autre exemple. Tiens, cette photo, j'aime bien. En fait, j'ai fait 3 exports. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'export initial sous Lightroom. Donc avec mon preset normal de couleur. Et tu vois que bon, c'est plutôt pas mal. Mais moi j'aimais bien aussi le rendu noir et blanc dans Lightroom. Et je me suis dit, tiens, mais je vais essayer de le reproduire dans Photoshop. Ce qui fait que le rendu Photoshop, c'est celui-là. Tu vas me dire que c'est très similaire, hormis le recadrage. Mais en fait, si tu zoomes, ça n'a rien à voir. Par exemple, là, c'est le rendu Lightroom où on a un grain, c'est voulu, hein, le grain est voulu pour avoir ce côté un peu argentique. Et si je fais la même chose avec la version Photoshop, c'est pas tout à fait pareil. La version Photoshop est un peu plus propre et j'ai travaillé vraiment le contraste au niveau de la couleur de peau sur les rouges. Parce qu'en fait, quand tu travailles un noir et blanc, tu travailles chaque couleur séparément. Parce que l'outil te permet, par couleur, d'aller définir le contraste, la luminance,
des choses comme ça, et la structure. Tu comprends? J'ai compris. Je fais un aperçu rapide, hein, mais on pourra aller beaucoup plus dans le détail plus tard. Et du coup, tu nettoies la photo avec Lightroom, c'est ça? Lightroom d'abord. Alors, on peut faire un exemple rapide si tu veux. Attends, j'espère que Evelyne ne m'en voudra pas. Attends, sinon, On a bien vu. on peut faire sur ma tête sinon. On va te donner la tête. Attends, mais le truc c'est que j'aime pas du tout ma tête. T'inquiète pas. Euh, j'aurais bien voulu avoir des photos de ta tête en fait. Non, non, ça va aller. Ça aurait été plus drôle. Faire une petite retouche. D'ailleurs, je prends les soumissions. S'il y en a qui veulent soumettre des photos pour retouche ou quoi en live, je suis très preneur. Euh, Attends, on va prendre un exemple tout bête. Là, par exemple, sur un défilé de mode d'un créateur italien, Faradre, je sais pas comment on prononce, mais par exemple, on va prendre cette photo. Donc là, il était en train de défiler et j'ai pris les photos toujours avec mon 70-200. Je suis monté beaucoup plus haut dans les ISO parce qu'il fallait photographier avec un obturateur beaucoup plus rapide, à un 4 centième de seconde, pour vraiment figer la photo parce que les filles, elles sont en mouvement, elles marchent. Donc le but, c'est vraiment de les figer, tu vois. Et donc voilà, la photo, on la voit, elle n'est pas hyper propre techniquement, mais c'est pas ce qui compte vraiment. C'est pas ce qui compte. C'est comme ce que je disais au début de la vidéo, hein, c'est pas la technique, la technique c'est un moyen, mais la finalité c'est vraiment comment le photographe va révéler cette photo, tel un artiste, un peintre qui dessinerait sur sa toile. Donc là on voit la photo, elle est pas hyper nette, c'est pas grave, même si je suis à f4, parce qu'à f4 normalement la photo est relativement nette, hein. Donc avec Lightroom, typiquement je passe en mode développement. Donc dès que j'appuie sur la touche Q, qui est l'outil pour corriger ou dupliquer, ça me permet tout de suite de faire un certain nombre de corrections de poussière sur le modèle. Par exemple là on voit qu'elle avait des boucles d'oreilles, donc je peux très bien faire ça et le logiciel va tout seul supprimer le défaut, quoi. Et bien souvent il se trompe parce qu'en fait il va aller faire un sample d'une zone qui pour lui paraît neutre et qui est une zone en fait qui va être recopiée là où je vais effacer mon défaut. Donc après Ouais. voilà on peut le reprendre manuellement, quoi. Donc tu peux faire ça avec des points. Donc tu modifies la taille de ton curseur, tu cliques et tu laisses le logiciel faire. Tu peux aussi changer la zone de sample. Ou soit tu peux carrément prendre, je sais pas, on va effacer une ligne. Je sais pas s'il y a une ligne là, mais bon, je dis des bêtises, mais si je veux effacer cette cerne par exemple un petit peu, ben, tu peux très bien voilà, tirer et du coup laisser le logiciel faire. Voilà, il s'est un peu planté parce qu'il a pris une zone où il y a un morceau de bouche, mais si je lui dis de prendre une zone plus neutre, eh ben, il va plutôt bien s'en sortir. Et tu peux enlever des passants ou un fond avec aussi? Avec ça? Avec cet outil, avec Lightroom, non, pas trop. Faudra plutôt passer sur Photoshop, si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin et plus précisément. Donc tu vois là, il y a pas mal de petites choses qui ont été faites sur ce visage. Ici aussi, je peux enlever ce défaut de peau, ici aussi, voilà. Donc souvent pour les petits défauts comme ça, c'est simple, hein, il s'en sort très bien. C'est juste un peu long, l'ordinateur lag un peu là parce que je suis en live, mais sinon ça va très très vite, hein. Ok. Voilà, donc il y a cet outil. Après, il y a d'autres outils qui sont très 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 utiles comme celui-ci qui permet de faire un dégradé en fait, un filtre gradué sur tout un tas de presets. Par exemple, si je veux que, admettons qu'elle ait un ciel au-dessus d'elle qui est un peu sombre, eh ben, je peux très bien l'éclaircir. Donc je drague pour définir où est-ce que je veux appliquer l'effet et ensuite je peux très bien modifier. Donc tu vois là, j'éclaircis à fond. Je peux Tu même, fais moi, je peux des même presets. euh, C'est pas un preset, c'est vraiment un filtre gradué, c'est un outil. Et je peux en faire un preset après, bien sûr. Mais là non, là, vu que c'est une seule photo, j'ai pas trop d'intérêt à en faire un preset. Les presets, c'est bien quand tu veux l'appliquer à plein de photos. Mais du coup, tu peux modifier chaque partie Ouais, chaque indépendamment. partie. Donc là, tu vois, c'est un preset que j'ai fait de haut en bas. Et je peux très bien modifier, tu vois, j'ai mis une couleur, je peux changer la température, je peux changer l'exposition, je peux assombrir, tu vois, ou éclaircir.
Je peux augmenter, modifier le contraste, les hautes lumières, donc c'est tout ce qui est très clair, les ombres, les blancs, les noirs, etc., quoi. La clarté, la correction du voile, la saturation, netteté, etc. Donc, moi je t'invite, enfin quand tu pourras tester, je t'invite à regarder un petit peu tous ces outils. Mais encore une fois, faut voir le temps que tu y consacres et la finalité, ce que tu as en tête, parce que ce sont des outils très complets et j'ai pas le temps, ni l'envie, ni forcément la volonté d'aller forcément tweaker chacun de ces curseurs parce que souvent ça ne sert à rien. Ouais, je suis d'accord. Tu fais que ce qui est vraiment ce qui te saute aux yeux. Et voilà, donc ça, c'est l'outil filtre gradué. Et un dernier outil que j'utilise tout le temps, c'est celui-là, c'est le pinceau. C'est exactement la même chose que le filtre gradué, sauf que tu vas peindre les parties que tu veux, sur lesquelles tu veux agir. Typiquement, je veux agir que sur son visage. Donc je vais peindre son visage. Et à partir de là, bah, en fait, si je laisse le curseur dessus, il va me mettre en rouge pour me dire où est-ce que le pinceau a agi. Et à partir de là, je peux très bien juste modifier, tu vois. Mais j'exagère exprès pour que tu vois, hein. Ah ouais, j'ai compris. Mais typiquement, le visage, là, on peut dire qu'il est un peu sombre, donc là, je vais un peu l'éclaircir. Je trouve que les noirs sont un peu sombres, un peu noyés, donc je vais les éclaircir aussi. Par contre, les hautes lumières sont un peu cramées, j'ai envie de récupérer des détails dans les hautes lumières, donc je vais les baisser. Voilà, bon, c'est une photo sur laquelle tout ne s'applique pas, mais voilà, il y a beaucoup de cas d'usage qui te permettent voilà, de tirer vraiment profit au maximum de tous ces outils. Voilà, donc là j'ai éclairci le visage. Il y a un dernier outil que tu peux utiliser aussi, c'est celui-là. C'est l'ellipse en fait qui te permet de. C'est toujours la même chose. Donc là je centre sur son visage. Et tout ce qui est dedans, tu vois, je peux encore agir sur les mêmes presets. Éclaircir, enfin changer l'exposition, les contrastes, etc. Ou je peux même inverser sinon l'ellipse et dire que j'agis sur tout ce qui est en dehors plutôt. Tu vois, là j'agis sur ce qui est en dehors. Donc c'est bien, là si tu veux faire un peu de vignettage, c'est quand tu assombris un peu les bords pour mettre en valeur ton sujet. Donc c'est une technique, je suis pas hyper fan parce que souvent ce sont des défauts des optiques. Je parle bien du vignettage parce que tu as des optiques, des objectifs en fait qui assombrissent les bords sur les coins. Et D'accord. Lightroom, comme il est super puissant, et ben souvent il applique la correction automatique. Regarde, si je vais dans un peu plus bas, la correction de l'objectif, à droite toujours, je vois que par défaut il supprime tout ce qui est aberration chromatique, il active le profil de correction. Et donc en fait, il a détecté mon optique et il va naturellement corriger la distorsion, les aberrations, le vignettage, etc. C'est plutôt C'est pas mal. balèze. C'est balèze, Ouais, hein? c'est bon. Voilà, c'est Ouais, pour ça que je te dis le vignettage, oui et non, tu peux faire comme ça, tu peux aussi aller tout en bas, ici à droite, agir sur ce curseur, et là aussi ça fait du vignettage, sauf qu'il est moins choisi puisqu'il est, on va dire, plus homogène à l'ensemble de l'image, vu que j'ai pas mis l'ellipse moi-même manuellement. Mais tu vois, mais il faut y aller mollo parce que ça fait très amateur d'avoir des photos comme ça. Le mec, il a vachement hyper, il a trop poussé la retouche. Il poste ça avec sa signature, ça fait très amateur. Et après, il va poster ça sur des groupes Facebook, euh, sans vouloir dire du mal, mais c'est juste, voilà, c'est faire un petit peu attention. C'est qu'on peut vite tomber sur la sur-retouche, et ce qui fait qu'au final, quand on est un peu malhabile au début, c'est normal, hein, quand on n'est pas pro, il faut quelques années avant de travailler son regard. On a vite tendance à tomber dans le fait de faire beaucoup trop de retouches. Donc parfois, moins c'est mieux, hein, donc keep it simple. Ouais, Donc tu vois. ok. Mais encore une fois, c'est vraiment ton regard le plus important. Donc il faut vraiment s'essayer à fond sur tout un tas de fonctionnalités de l'outil, avant ensuite de passer sous Photoshop, où vraiment là tu peux pousser vraiment beaucoup plus loin la retouche. Et on va pas le faire ce soir, on pourra le faire dans un autre épisode live. Ouais. Voilà. Donc après, je t'ai pas montré, mais il y a plein de choses sympas. Tu peux recadrer. Et ce qui est bien, c'est que par défaut, il va te mettre des guides pour la règle des tiers. La règle des tiers, c'est une règle fondamentale des photographes où on te dit de jamais centrer. Attends, je vais exagérer, mais c'est pas très intéressant de centrer un visage qui regarde d'un côté. C'est mieux toujours de le déporter un peu, tu vois. Toujours mettre un Ouais. œil sur une ligne, ça donne une dynamique, tu vois. Comme elle regarde un peu à notre gauche, et ben, tu vois, je vais naturellement décaler un peu
la photo comme ça pour qu'on ait voilà, une dynamique, une sensation aussi qu'elle nous emporte aussi avec son regard, tu vois. Ça nous permet de dévoiler un peu plus l'image sur notre côté gauche aussi, tu vois. Typiquement, je vais pas faire ça. Ça, c'est nul. Ça, à la D'accord. rigueur. Ça, à la rigueur, c'est pas mal. Mais après, on va pas non plus trop faire de la règle des tiers parce que c'est pas la règle absolue et c'est pas une règle absolue ni toujours vraie, hein. Donc, ça marche dans, on va dire, une grande majorité des cas, mais ça ne fait pas l'unanimité. Typiquement, si je prends une photo de défilé, il n'y a plus de règle des tiers là qui s'applique. On prend une photo où il y a un modèle qui est tout seul. Là, par exemple, les photos de défilé, moi j'ai besoin de cadrer serré en haut, en bas, et que le modèle soit bien au centre. Parce que demain, ils vont faire un catalogue, ils vont faire du print ou quoi. On veut que ce soit normalisé, tu vois. J'ai pas envie que ce soit artistique, j'ai pas envie que ce soit recadré un peu comme le photographe l'entend. Après, tu as des astuces aussi, c'est que souvent quand tu recadres, tu fais gaffe à garder les proportions de ton appareil photo. Tu sais pourquoi? Non, tu veux dire? Parce que demain, quand tu fais du print, qu'est-ce qui se passe si tu as recadré comme un cochon ta photo? Bah, soit tu auras des bandes, ou soit l'appareil qui imprime pour toi va couper. Donc tu vas perdre des morceaux de ta photo ou tu vas avoir des bandes blanches. Donc c'est pour ça que Ouais. ma reco, si tu fais du print derrière, c'est de toujours conserver le ratio de ton appareil photo. Dans le cadre des réflexes, c'est du 3,5, alors que sur les appareils plus amateurs, type compact, c'est format 4 tiers. Ouais, pour Panasonic, un 4 tiers. Toi, je crois que t'es en 3,5, non? T'as un appareil plutôt poussé. Non, je suis en 4 tiers. D'accord. Là, typiquement, regarde cette photo, moi je trouve qu'il y a un petit peu de bruit. Tu vois le bruit là sur le fond, on le voit bien sur des surfaces un peu plus homogènes. Parce que je suis à 1250 ISO, donc sur un 5D Mark III qui est un appareil de 2012-2013, il y a du bruit. Ce que tu peux aussi faire, c'est aller dans Détail et toucher sur ce curseur de la réduction du bruit. Et donc si je le pousse un peu, tu verras, bah, ça va tout de suite mieux. Ça va enlever le bruit. T'as du bruit chromatique et t'as du bruit de luminance aussi, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, si tu bouges trop ce curseur, tu verras que sa peau ensuite elle est méga lissée. Donc là, tu as perdu un peu de détail et de structure. Donc après, c'est à toi aussi de jauger le juste milieu. Est-ce que tu pousses ou non la réduction de bruit? Après, tu peux aussi aller beaucoup plus loin. Tu as des outils qui sont spécialisés là-dedans, qui vont faire de l'intelligence artificielle et qui vont permettre de vraiment faire des samples sur ton image, choisir vraiment les endroits sur lesquels tu veux vraiment débruiter, et ensuite de conserver d'autres endroits sur lesquels il faudrait pas débruiter. Ouais, mais ça, c'est trop facile, hein. Tu vois? C'est pas Et mal. du coup, est-ce que tu as des options enfin, que tu modifies tout le temps, par exemple, sur une photo? Ce que je fais À part, systématiquement. ouais, à part l'exposition et la balance des blancs, parce que ça, je pense, c'est quoi la balance? Alors, en studio, vu que c'est toujours la même lumière que j'utilise et que j'ai un preset, je touche plus à la balance des blancs. Par contre, souvent je shoot quand je suis en extérieur, je mets l'appareil photo en mode automatique pour la balance des blancs. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de retouches derrière que l'appareil photo de base est mauvais, hein. L'appareil photo de Oui, base est plutôt très bon, voire excellent dans 95% des cas, mais ça représente pas forcément le travail artistique que toi tu as en tête au final. C'est pour ça que toi, dans ton cas, je pense que si tu fais des photos à la mairie ou en extérieur, au bord d'une rivière ou quoi, un photo souvenir d'un pique-nique, t'as rien à faire, hein. Tu te mets en mode automatique sur ton boîtier, dans 95% des cas, ta photo sera nickel. Sinon, bah oui, sinon après, si je dois vraiment faire un travail où je dois rendre des photos à un client, là je dois intervenir sur la balance des blancs, mais là pareil, je fais en lot. Donc je vais prendre une photo représentative, je vais travailler sur exposition, balance des blancs. Rarement je joue sur le contraste et la luminosité, ça j'y touche pas. Donc exposition, balance des blancs, teinte rarement. Et voilà, et après je défile, j'applique à l'ensemble du lot. OK, OK. Bon, après, ça m'est arrivé, hein, j'ai pris des photos en extérieur en automatique Ouais. et je trouvais quand même que la balance des blancs en lumière naturelle de Lightroom, et ça rendait quand même beaucoup mieux, quand même.
Après, ouais, c'est subjectif. Peut-être que ton écran il est pourri et du coup le Ah, traitement je sais pas. Lightroom comble ça, ou peut-être que la balance initiale était déjà excellente et du coup Lightroom a fait n'importe quoi. Ou effectivement, c'est peut-être vraiment beaucoup mieux sous Lightroom. C'est à toi de voir en fait. Tu t'en rendras vraiment compte quand tu feras du print ou quand tu publieras sur les réseaux ou quand tu enverras à ta famille et que tu vois sur différents appareils, sur une télé, etc. C'est là que tu vois vraiment si ça Ouais, va. Mais bon, là on philosophe un peu, on va un peu loin dans la colorimétrie. On en a beaucoup parlé, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas l'essentiel d'une photo, hein. De base, c'est ce que tu as voulu photographier, ce que tu as voulu raconter par tes photos. C'est plus ça qui compte. ok. Mais de toute façon, avec cette chaîne, on va progresser ensemble. Moi, de toute façon, tous les jours, je découvre et j'apprends des choses. Et j'hésiterai pas à partager à chaque fois mes découvertes, mes trouvailles, mes trucs et astuces. C'est pour ça que voilà, si vous avez des thèmes, des sujets en particulier que vous souhaiteriez aborder, faut pas hésiter, hein, en commentaire, vous me joignez sur Instagram ou quoi. Ce sera un plaisir pour moi de partager Non, mais déjà, tout ce déjà, que je déjà, sais. bon, déjà là, c'était vraiment pas mal pour un premier tour d'horizon. Mhm. Enfin, on a vu le workflow, on a vu des presets, on a vu les options, donc là, franchement, c'est vraiment cool. Après, je sais pas s'il y a des techniques avancées que tu voudrais montrer, donc Bien sûr, je sais ouais. pas. Si, si, ouais, on va Ouais, faire des techniques. Là, ce que j'ai en tête, c'est tout ce qui est bon, dodge and burning. C'est la grosse différence qu'on voit entre ces deux photos que je te montre. Là, c'est ouais. Lightroom, là, c'est Photoshop. Après, pas forcément ce soir, hein, il faut aussi garder Non, non, le. non, pas ce soir. Non, non. De toute façon, c'est des choses, on les voit maintenant, on va les revoir en long, en large. Parce que voilà, tout le monde n'est pas dispo au même moment. Mais typiquement, ça, c'est du dodge and burning que tu vois à l'écran. C'est une technique qui permet d'assombrir ou éclaircir certaines zones, pour redonner un contraste, du relief, ou corriger des petites anomalies, tu vois. Tu vois, par exemple, là, sur cet exemple, on a creusé pas mal les joues, tu vois. Ici, là, c'est la photo finale, elle est quand même plus sombre au niveau des joues, ça donne une sensation de minceur. Alors, ça veut pas dire qu'à la base, le modèle était en surpoids, loin de là. Simplement des critères esthétiques qui font que, voilà, on aura tendance à vouloir creuser les joues, homogénéiser un peu sur le front, tu vois, la lumière, en fonction de l'ossature du visage, tu vois, le visage ne capte pas de la même façon la lumière. Ouais, d'accord. Donc là, tu vois, on a des zones un peu d'ombre ici, là, entre les sourcils, qui ont été corrigées via le dodge and burning. Les Ok. cernes aussi, ça marche bien. Et ça te permet aussi d'accentuer certaines zones. Par exemple, sous le cou, c'était assez sombre, tu vois, c'était plat, c'était flat. Et ben avec cette technique, tu vois, j'ai redonné un peu de relief. C'est voulu ou pas, c'est esthétique ou pas, c'est encore une fois, c'est à la discrétion du photographe, de ce qu'il a envie de faire ressortir ou non, tu vois. Yes. Ça, c'est le dodge and burning. Après, tu as d'autres techniques comme tout ce qui est, pas la correction sélective, mais comment on appelle ça? Ah, j'ai un trou de mémoire. Sur, comment je peux avoir un trou de mémoire? Sur, ouais, C'est pardon, pas. tout ce qui est frequency separation, la séparation des fréquences. En fait, c'est une technique qui va décomposer ton image en haute ou basse fréquence. Donc tout ce qui est haute fréquence, ça va concerner la texture, tu vois, le grain de peau. Et tout ce qui est basse fréquence, c'est tout ce qui est couleur, colorimétrie. Donc le but de cette technique, c'est d'agir sur la couleur pour la rendre homogène. Typiquement, si tu as une grosse tache qui n'est pas esthétique, tu peux modifier ça. Et ensuite, tu peux, tout en conservant la texture. Et vice versa, tu peux travailler que sur la texture en conservant la couleur dessous. Ok. Attends, je vais baisser un peu la musique. Donc voilà. Donc ça c'est le frequency separation. Après, il y a tout un tas de techniques au niveau des modes de fusion, au niveau des masques.
des masques de fusion sur lesquels tu peux agir pour modifier des choses. On va aussi voir les techniques de tampons. Donc c'est un outil qui permet de sélectionner une zone à recopier et ensuite de définir la destination. Donc tu peux très bien reproduire des mèches de cheveux. On peut avoir des techniques où tu crées des brushes, donc sous Photoshop, qui vont te permettre de recréer par exemple des cheveux ou créer de la texture, des flocons avec des formes aléatoires, de textures aléatoires et d'opacité aléatoire, en fonction de l'orientation de ton stylet et sur ta tablette graphique, si tu en as une. Sinon avec la souris on peut se débrouiller. Tu as des techniques aussi où tu peux faire appel à des plugins pour lisser la peau, pour travailler le noir et blanc, pour débruiter, pour avoir un effet cross-process, un effet argentique. En fait, ça peut aller très loin, quoi. Mais après, encore une fois, c'est une pléthore d'outils que tu as à disposition. Tout n'est pas à apprendre, tout n'est pas indispensable. Mais parfois, voilà, ça peut s'avérer très utile. Donc je pense qu'en fonction de ce que toi tu veux faire, ça peut être intéressant d'apprendre certaines techniques. Mais encore Yes, une fois, complètement. j'ai pas la prétention d'être un retoucheur, hein. Je suis simplement, voilà, on va dire que je me débrouille. Je pense que le métier de retoucheur, c'est un métier vraiment à part, et que c'est une vraie profession, et que le photographe, lui, il est plus là pour immortaliser et apporter sa touche créative et artistique. Le reste, voilà, ce ne sont que des moyens. Yes. Et voilà, on a fait un aperçu aujourd'hui du coup de du workflow sous Photoshop, sous plutôt Lightroom et en mentionnant Photoshop. S'il y a des questions ou des thèmes que vous souhaiteriez aborder ou creuser que j'aurais pas forcément explicité plus que ça aujourd'hui, donc faut pas hésiter à me contacter. Et puis on pourra les aborder à tête reposée un peu n'importe quand, le soir, le week-end. Voilà, parce que je pense que je vais faire ce format un peu plus souvent. Je trouve que c'est sympa d'avoir des gens avec qui interagir. Et pourquoi pas aussi proposer à plusieurs participants de se Yes. joindre à nous et peut-être même faire des travaux en live où on va travailler sur des photos qu'on pourrait nous soumettre. Et puis voilà, et on se dit, tiens, bah, aujourd'hui on va s'exercer, on va modifier, on va la retoucher ensemble et puis voir un peu le résultat au début et à la fin. On peut se prendre une petite heure et puis voilà. Yes, carrément, ce serait cool. Bon, bah, c'est bien pour ce premier live là, je suis content parce que techniquement on est à peu près au point. Il y a juste ouais, l'histoire du partage d'écran et peut-être des webcams qu'il faut qu'on revoie un petit peu. Parce que je sais que sur le live YouTube on me voit, mais ce serait bien aussi d'intégrer demain les différents participants. Puis comme ça Il me faudra aussi un deuxième écran pour pouvoir interagir, répondre en direct aux commentaires. Peut-être même faire un live Instagram en parallèle, je ne sais pas. Tu sais que Cyril Lignac qui fait ça hein, quand il fait ses cours en fin de journée. Donc il a son live Instagram, il fait sa cuisine, puis il a aussi toute la régie, des caméramans d'M6 ou TF1 qui sont là. Et t'as TMC derrière, c'est eux qui font le taf. C'est ça. Bon, t'es content? T'as appris deux, trois petites choses ce soir? Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. En tout cas, même si je trouve vraiment que l'outil est assez simple à prendre en main. Bah, T'as t'as pas qu'un besoin. menu à droite et tu fais que scroller, quoi. Y a rien d'autre. T'as deux onglets que j'ai utilisés. Bibliothèque pour avoir vraiment l'aperçu général en mode gris et puis voir rapidement les photos et tu peux mettre deux, trois presets sur la droite. Je suis pas entré dans le détail des tags, des mots-clés, tout ça, mais ça c'est au niveau de l'importation, on pourra le voir une prochaine fois. C'est simplement des outils encore pour retrouver rapidement tes photos. Et ensuite, quand tu passes sur l'onglet développement, bah là, tu as les outils de développement de la photo. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire clic droit, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, clic droit, copier les paramètres, si je retrouve l'option. Où est-ce que c'est? T'es là?
Ouais, désolé, mon PC, mon portable est tombé, et il m'a Ouais, chopé. y a pas de souci, pas de souci. Ce que je disais, c'est que tu peux aussi définir tes différents réglages et ensuite tu peux les copier, copier les paramètres et ensuite tu peux aller sur une autre photo et faire clic droit, même chose, coller les paramètres. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Coller les Tiens, ouais, paramètres, tu vois. c'est vrai Ça, que c'est bien. la gestion par lot, je pense qu'il faut peut-être falloir qu'on fasse un truc par-dessus. Parce qu'effectivement, quand tu veux mettre le même preset de balance des blancs, par exemple, sur 20 photos, Ouais. Bah, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à impliquer une balance des blancs perso. on va le faire là si tu veux. On va prendre un exemple, des photos que je n'aurais pas sélectionnées par exemple. Donc je vais descendre un peu dans le shoot. Donc toutes ces photos, super série. En fait, elles sont toutes superbes. Allez, on va prendre cette série. Tu vois, cette photo, on va aller sur l'onglet développement. Je vais la réinitialiser. Donc la photo brute de brute qui sort du boîtier, elle sort comme ça. Fond bleu, tu vois le reflet des yeux, elle avait un réflecteur en dessous qui débouche les ombres. Et puis la lumière principale qui vient du haut. Bon, voilà, la photo de base, elle est comme ça. Tu vois que les curseurs sont tous à zéro, il n'y a rien qui est fait. Je mets mon petit preset à moi, couleur 1, boum, tout de suite. Ah, ça va mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter l'exposition, là, voilà. Donc tu vois, j'ai fait plus 0,16 en exposition. Et si ce rendu me plaît, tu vois que les photos suivantes, je veux qu'elles soient traitées de la même façon. Donc ça veut dire même balance des couleurs, même réglage, à tous les niveaux, hein, tous ces curseurs. Ouais. Et ben, je sélectionne ma photo, qui est ma photo référente, très important lors de sélection. Je maintiens Shift et je décale, et je fais un deuxième clic ensuite sur la dernière photo de la série et je fais synchroniser. Et en synchronisant, D'accord, il va me demander qu'est-ce que je synchronise. d'accord, j'ai Et compris. là, je lui dis traitement, profil, balance, etc. Et ce que je fais souvent, c'est que je décoche réglages locaux. Les réglages locaux, on l'a vu tout à l'heure, c'était le pinceau, le filtre gradué, le filtre radial, Ouais. parce que c'est propre à chaque photo, tu vois. Donc j'ai pas envie que ça se reporte sur l'ensemble du lot. Donc faire attention à décocher ça. Pareil pour le recadrage. Si j'ai recadré la première photo, j'ai pas envie qu'il applique le même cadrage à la suite parce que le Ouais, modèle a pu je bouger, tu vois, et toi comprends. aussi. Donc c'est pour ça que je coche pas tout et je fais synchroniser. Et tu vas voir, boum, toutes ces photos sont synchronisées à la perfection. Ah, c'est vraiment ça qui me manquait. Ouais. Tu vois? Et Ouais, après, je comprends. si tu veux resélectionner une photo pour la revoir en grand, quand tu cliques, eh ben, elle va à son tour devenir la photo référente. Tu vois, le rectangle devient un peu clair. Putain, il y a Solène avec nous, qui est dans son train, elle nous regarde. Salut Solène. Et, euh, et en fait, si tu veux sortir de ce mode un peu sélection du lot, il faut appuyer sur. Moi j'appuie sur la touche commande ou contrôle, non, commande ou je sais pas. Sur PC c'est quoi d'ailleurs? Faudrait que je trouve les raccourcis PC. Donc après je Bah, clique sur une photo pour la sortir du lot, ou bien je clique en dehors et puis après je reclique. Et là ça me permet ok. de la sélectionner qu'elle. En fait, il y a un petit coup à prendre hein, sous Lightroom, c'est super logique, mais quand t'es pas habitué, tu vois que la sélection elle est sélectionnée, mais t'as comme une image en surbrillance, tu te dis attends, what the fuck, à quoi ça correspond, mais simplement voilà, c'est la photo référente. Bon voilà, là tu Ouais, vois, ça me c'est permet bien. de revenir que sur une sélection unique de photos, et tu vois qu'elles sont toutes retouchées comme celles sur lesquelles on a fait les premiers réglages. C'est cool, parce que franchement, enfin, traité par l'autre, Et franchement, regarde, c'est. imagine je veux appliquer le traitement de cette photo à celle-là, puis celle-là, puis celle-là, donc non pas celle-là, ça. Puis celle-là, donc tu vois, j'ai maintenu le doigt sur la touche contrôle, et après je clique. Ouais, tu fais sélection, Voilà, par et contre. après je fais synchro, boum boum, je remets les réglages que je voulais, synchroniser, et tu Ok, verras, les quelques photos que j'ai sélectionnées sont à leur tour retouchées comme la photo référente. C'est j'ai formidable. compris. Ouais, franchement, c'est cool. Comme Ça, ça, c'est tu fais cool. ça en lot, en batch, c'est pour Ouais, ça que c'est j'arrive à vraiment. sortir très rapidement, après chacun de mes shoots, avant même que le modèle ne rentre chez elle, j'ai déjà uploadé les photos en HD. Ouais, à minima pour Les les aperçus. versions. Ouais, les Et aperçus, ça, sur. c'est un skill, on va dire, que tu développes quand tu fais des photos de défilé, parce que les mecs, ils attendent pas, quoi. Et le premier qui donne ses photos, le premier publié, en fait, faut être la première plateforme en ligne où Média a publié les photos. Et souvent, tu as même des photographes qui ont des systèmes. Moi, avant, j'avais un système sans fil hein, dans mon appareil. Il permettait de décharger en live les photos sur mon iPhone. Et après, ben, ça me permettait de les envoyer directement au client, quoi, immédiatement, en live.
Tu l'as plus ça sur ton canal? En fait, c'est une carte SD qui s'appelait Hi-Fi à l'époque. High Fidelity, je pense. High comme les yeux. Qui était fait, je crois, par SanDisk ou 35, je sais plus quelle marque assez connue de carte mémoire. Et malheureusement, il est devenu obsolète. Donc, il y avait une appli sur smartphone qui permettait de récupérer ces photos, mais comme les iPhones, tous les X mois, ils font des mises à jour, et qu'au bout de quelques années, ben, le fabricant de la carte sans fil a arrêté de mettre à jour son application, et ben je pouvais pas dédier un vieux téléphone qu'avec l'application, parce que les nouvelles Ouais. versions d'iOS ne supportaient plus le logiciel. Mais ton boîtier, il le fait pas nativement? Non, non, c'est un vieux boîtier de 2012-2013. Ok, parce que moi, enfin, moi, mon boîtier, il le fait nativement. Il peut télécharger à la volée sur un support externe. Oh Même, là là, même, même sur un repo, même sur un ouais, repo Panasonic en mode cloud image, quoi. ouais, on n'arrête pas le progrès, hein. Non, et franchement, c'est cool. Mais ouais, c'est cool. Mais c'est bien pour la capture connectée. Après, dans ton cas, c'est peut-être un peu plus amateur parce que ce seront que des JPEG en mode aperçu. Quand je suis en studio, que je shoot des lookbooks, j'ai besoin d'être en mode connecté, mais en mode filaire à l'ancienne, avec un ordi qui est un petit peu véloce pour avoir tout de suite les rendus RAW, parce que t'as un gars, un numérique en fait, qui va ensuite retoucher en live chaque photo que t'as prise. Et par un nouveau look, il va traiter la première photo, il va déporter ensuite toute la conf, le paramétrage sur l'ensemble du lot par look. Donc c'est comme ça que aussi tu peux travailler avec ton client sur le shoot pour définir le rendu vraiment souhaité, des couleurs du vêtement, de la texture, des contrastes, etc. Ouais, c'est cool. Ça c'est la vraie capture connectée pour moi. Et pour le coup, j'utilise pas Lightroom, j'utilise Capture One, qui pour moi est le meilleur logiciel en termes de couleurs pour traiter les fichiers RAW. Pourquoi j'utilise pas Capture One? C'est question de religion. Tu vois, j'ai commencé sous Lightroom, je trouve l'intégration sympa avec Photoshop. Ça le fait aussi très bien depuis Capture One, mais je sais pas, j'ai plus mes repères sur Lightroom. Je trouve ça peut-être un chouïa plus simple que Capture One. Capture One, c'est très 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 poussé. C'est plus complexe, je trouve, comme, Ouais, euh, tu comme vas chiffre, logiciel. ouais, tu vas vraiment enfin, tu vas vraiment au pixel près, quoi. Ouais, mais t'as même une notion de calque, des outils sont plus puissants, tu t'y perds, quoi. T'as beaucoup plus d'onglets, t'as plus de modules, et tu peux vraiment travailler beaucoup plus en détail tous les paramètres, en fait. Ok. Et pourquoi pas, moi j'aimerais bien apprendre avec vous à faire du Capture One, hein, donc quand l'occasion se présentera, on pourra faire une session découverte d'une nouvelle version de Capture One, ça fait assez longtemps que je m'en suis pas servi. Bon, c'est cool en tout cas. On va se refaire ça. Ouais, Bon bah voilà, j'espère que tu as appris un certain nombre de choses. ouais, carrément. Donc t'hésites pas si tu as besoin si t'as besoin d'apprendre d'autres choses. Ouais, bah j'ai Euh, ta sonde. Donc je pense que tu vas me la ramener ta sonde. Attends, on a perdu les gens. Attends, je les remets. Bouge pas. Désolé, j'ai coupé le flux audio sur YouTube. Et ce que je voulais dire, bon voilà, on arrive au terme de ce premier live. Il y a Célène qui dit c'est le planisphère de la photo. Arrête, t'as rien avec Planisware. Non, non, Au non, secours, au secours. je peux pas. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive au terme de ce live. Donc je suis hyper preneur de tout retour, de commentaires, de souhaits, de doléances, tout ce que vous voulez, hein, pour qu'on puisse améliorer ça pour la prochaine fois. Et puis si vous voulez participer, que ce soit pour la soumission de photos ou simplement en tant que participant en ligne, on se fait un call, on s'appelle et voilà, et les gens nous écoutent. C'est cool. Voilà, n'hésitez pas. Puis, je sais pas quand est-ce qu'on se donne rendez-vous. Moi, j'aimerais bien faire ça de manière un peu hebdo, c'est sympa, je trouve. C'est un peu le moment café photo, ça peut être vraiment, vraiment cool.
Bon, ben, Jonathan, on va dire au revoir à nos 6 spectateurs. Au revoir, merci, Puis spectateurs. voilà, on se recapte très bien, très bientôt, très Yes, vite. yes. À plus tard YouTube.